Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une très bonne soirée. Il est 19h30, l'heure de Toronto au Canada, et nous sommes au 28 juillet 2019. Nous allons essayer de regarder les problèmes de corruption. Comment allons-nous s'en sortir avec cette corruption au haut niveau au Congo-Brazzaville? Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons à féliciter tous ces jeunes Congolais, étudiants congolais du Maroc qui ont déclenché un mouvement de grogne. Il faut dire qu'ils sont à 32 mois, les bourses sont restées impayées, même leurs frais de scolarité. Tous sont des étudiants à l'université privée de Marrakech. Et donc, ils sont en train de mener un mouvement de grogne devant l'ambassade du Congo, et cette ambassade se trouve à Rabat. Dans ce groupe, on peut dire, il y a plus de 215 étudiants qui sont venus avec des bourses de l'État congolais, et il y a quand même une vingtaine qui sont venus avec les bourses de l'association de Denis Christel, qui est le fils de Sassou. Bon, nombreux, nous avons déjà eu à faire des vidéos là-dessus, nombreux sont venus porter leurs commentaires sur YouTube et dire Samunaiki bengena kunwanina kababana yina kele babana ya bamboshi. Pona nini bozo bundela bana wana pote bazali bana ya bamboshi o bana ya bato bazana régime ya Sassou Nguesso. Bon, nombreux sont venus simplement nous le dire pourquoi vous êtes en train de vous battre, faire des vidéos pour ces enfants. Parce que ce sont ces enfants qui ont été envoyés par les bourses de régime, donc c'est des enfants qui appartiennent au régime Sassou, puisque nous savons que le système de corruption, au Congo on attribue des postes, on attribue des bourses par affinité ou par affiliation à un parti politique ou par affinité régionale, et comme nous savons que le régime de Sassou travaille sur ce que nous appelons le tribalisme, le régionalisme, le favoritisme. Donc tous ces enfants qui ont obtenu ces bourses ont forcément obtenu de bourses parce que leurs parents appartiennent soit au parti politique de Sassou ou ils sont simplement ressortent de la même région que Sassou, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs le cas pour ces étudiants de Cuba, où il y a plus de 2000 étudiants, quasiment 99% des étudiants ressortent tous de la partie nord du pays. Donc une question nous a été posée, pourquoi nous battons pour ces enfants? Je vais rapidement brosser la situation, répondre à cette question. Tout d'abord, nous devons savoir que la plupart de ces enfants sont nés autour de 1997 ou après 1997. La plupart de ces enfants ne connaissent pas véritablement l'histoire du Congo telle que l'avait rédigé M. Patrice Yongo dans son bouquin qu'on appelle La guerre civile au Congo-Brazzaville. Voilà, donc la plupart de ces enfants ne connaissent pas l'histoire du Congo comme nous le connaissons. Nombre de ces enfants ne connaissent pas réellement qu'est-ce que c'est le génocide des Lari au Congo, publié par Dominique Nkunku. Comme vous le voyez, chers amis, la plupart de ces enfants, on peut les considérer comme des innocents. Mais nous sommes tous Congolais. Nous ne devons pas avoir une partie pris. C'est-à-dire que notre combat n'est pas fait des Congolais du Sud seulement. Notre combat est fait de tous qui subissent les inégalités du régime Sassou, tous qui sont victimes du système Sassou. C'est cela qui est fait notre combat. Il faut aussi dire que même si ces enfants appartenaient aux parents qui ressortent de la partie nord du Congo, mais ces enfants-là ont compris, ils n'ont pas voulu protéger leurs parents. Le fait déjà de mener des mouvements de grogne ou de grève, il faut ici souligner que c'est des enfants qui dorment, qui passent des nuits et des journées devant l'ambassade du Congo à Rabat. Donc ces enfants n'ont pas protégé leurs parents qui sont affiliés au parti politique de Sassou ou à l'ethnie de Sassou, ou leurs parents qui font partie du bloc système parti contre le travail, et qui est simplement un système nazi. Vous voyez, chers amis. Donc ce sont ces enfants qui sont devenus aujourd'hui nos partenaires, nos alliés.
hein, du sens qu'ils se sont décidés de dénoncer avec la plus grande énergie, où tous les médias du monde sont en train de faire passer cette information en boucle. Vous voyez, chers amis. Donc, on ne peut pas ici essayer d'écarter une partie des Congolais parce que ils sont issus de parents du nord du Congo. Non, en tout cas, ce n'est pas mon combat. Mon combat, c'est pour une société civile équitable pour le peuple congolais, où tous les enfants du Congo sont au même pied et sont traités au même pied devant la loi. Où tous les enfants du Congo, tous ceux qui comprennent qu'il faut bouder le régime de Sassou, qu'il faut déboulonner le PCT, et éventuellement nous faisons notre effort de mener des mouvements pour que la voix de ces sans-voix congolais puisse être écoutée à travers le monde entier. Je ne suis pas là pour le tribalisme ni le régionalisme. Nous sommes là pour le peuple congolais. Donc, ces jeunes frères, ces enfants qui sont au Maroc, qui aujourd'hui se sont décidés de faire écouter leur voix, éventuellement, ce sont des initiatives que nous allons encourager. Vous voyez que Sassou a essayé de faire étouffer cette affaire avec ceux de Cuba, malgré les répressions policières, des emprisonnements des chiens qui ont été lâchés sur des enfants. Il a même délégué à des agents de ses services secrets de sa milice privée pour aller étouffer ces enfants, pour accompagner ces enfants. Plus de 148 enfants ont été rapatriés au Congo parce qu'ils ont simplement voulu protester. 2 ans de bourse impayée, vivre dans des conditions précaires, dans des conditions compliquées et difficiles. Vous voyez que ces enfants l'ont quand même supporté. Sassou a voulu étouffer l'affaire en rapatriant certains parmi eux, mais là, nous faisons face à un Sassou récidiviste qui vient de le faire encore avec les enfants du Maroc. Donc vous voyez que les enfants qui sont au Maroc aujourd'hui subissent les mêmes conséquences que les enfants qui sont au Cuba. Mais là, nous attendons à quoi? Puisqu'il avait exigé des pardons pour des parents pour des parents dont les enfants étaient à Cuba, les enfants rapatriés plus de 148. Et là, nous allons attendre à quoi? Sassou va encore exiger, avant encore affréter un avion pour aller chercher tous ces compatriotes congolais qui sont au Maroc, les rapatriés au Congo, certains qui sont quasiment arrivés à la fin de leur formation, qui ont passé plus de 32 mois de bourse impayée, ni des frais scolaires impayés. Vous voyez que Sassou, c'est un récidiviste. Oui, il a dit à Moscou, lors de son voyage au mois de mai, que ceux de Cuba avaient déshonoré au Congo, mais là nous faisons face à un Sassou lui-même qui vient de déshonorer, récidiviste, puisqu'on accusons les étudiants de Cuba. Mais là, qu'est-ce qu'il dira des enfants du Maroc qui quasiment attendent 2 mois et qui se sont simplement décidés de mener une gronde devant l'ambassadeur, devant l'ambassade du Congo à Rabat, dont l'ambassadeur Mouwele, c'est son nom, son nom Mouwele, François Mouwele, un truc pareil, voilà, qui simplement décidé d'envoyer les policiers marocains pour mater les enfants. Heureusement que les policiers marocains ont connu le droit et ont compris que c'est une escroquerie mise en place par le régime de Brazzaville qui est incapable de pouvoir payer les bourses d'études à ses enfants. Donc à tous ceux qui sont venus nous dire pourquoi vous devez parler de cette situation, en tout cas nous sommes ici pour tous les Congolais, pour tous ceux-là, nous sommes pour tous ces Congolais-là qui comprennent que il faut dénoncer ce régime, il faut exposer ce régime, tous ces Congolais qui comprennent qu'il s'agit du Nord, même des Mossi, qui aujourd'hui ont compris qu'il faut tourner la page du système Sassou. Ceux-là qui viennent combattre du côté du peuple, qui dénoncent les inégalités, qui dénoncent les manipulations, et éventuellement nous allons nous rester à côté de tous ces Congolais. Voilà, donc rapidement, nous avons dit que nous allons parler des problèmes de la corruption au Congo. Nous allons vous donner un petit fait. Le Porto Rico. C'est quoi le Porto Rico? C'est une île aux Caraïbes. Et cette île, aujourd'hui, est un territoire américain. Au départ, appartenait à l'Espagne. Mais là, par un titre spécial, le Porto Rico fait partie, aujourd'hui, on peut dire un État américain, le Porto Rico. Bon, nous connaissons le Porto Rico en 2017, pour ceux qui connaissent, autour de l'été 2017, il y a eu ce que nous appelons les tornados. Donc,
de ouragans qui ont frappé, ouragan Irma et ouragan Maria, qui ont dévasté le Porto Rico. Vous voyez, entraînant plus de 3000 morts. Hein? Ça, je crois que c'était en septembre 2017, si j'ai une bonne mémoire. Et le Porto Rico est aussi connu par ses grands artistes. Hein? Ricky Martin, hein? Vous connaissez ces artistes? Allez-y à Google ou à YouTube, tapez Ricky Martin en français. Mais non, moi je l'appelle Ricky Martin, moi je prononce comme on le prononce, Ricky Martin en anglais. Et puis aussi des rappeurs, hein, reconnus comme Residente, hein, Residente. Et son vrai nom c'est René Pérez, donc tapez le rappeur Residente, vous allez connaître de quelle musique, et aussi de Bad Bunny, avec de NY. Donc vous allez reconnaître ces grands chanteurs ressortant du Porto Rico avec de la belle musique, du rap, comme toute forme de musique. Ricky Martin est très reconnu sur la scène internationale. Bon, on peut aussi parler, le Porto Rico, à peu près 3,2 millions d'habitants, donc le Congo-Brazzaville est un peu plus, avec plus de quasiment 4,2 ou 4,5 ou 5 millions d'habitants. Et nous avons au moins 44% des portoricains vivent sous le seuil de la pauvreté, 44% de la population. Donc vous voyez quand même, on peut dire que 44%, nous avons quand même autour de 56 qui sont au-dessus, qui vivent au-dessus du seuil de la pauvreté. Au-dessus du seuil de la pauvreté. Et nous avons dit qu'il y a eu plus de 3000 morts, hein, lors des tornades qui s'est passé, des ouragans qui s'est passé pendant l'été 2017. Bon, pourquoi nous avons parlé de Porto Rico? Porto Rico, c'est comme ça que moi je l'appelle. Parce que le peuple portoricain venait d'obtenir la démission du gouverneur de Porto Rico, celui qu'on appelle Ricardo Rossello, qui venait donc de déposer sa démission. Le peuple portoricain venait de recevoir la démission, venait d'obtenir la démission de leur gouverneur, Ricardo Rossello. Ricardo Rossello, c'est quelqu'un qui a fait ses études en Amérique, hein, dans des grandes études américaines. Il a aujourd'hui 40 ans. Mais une grande qui a commencé depuis le 13 juillet, et ce n'est que ce jeudi passé, donc le 25 juillet, que Ricardo venait d'annoncer par le biais d'une vidéo publiée par son équipe sur les médias sociaux, qui confirme qu'il quittera le pouvoir le 2 août à 17h. Donc vous voyez que une bataille sur le terrain s'est faite avec des activistes de la société civile, les stars, des rappeurs, de nom nous venons de citer, et des stars de la musique, et toute la population. Une gronde populaire. Pourquoi il y a eu cette gronde populaire? Tout simplement parce que le consortium des journalistes d'investigation ont intercepté une conversation téléphonique, une conversation entre le gouverneur Ricardo Rossello et, on peut dire, des hauts fonctionnaires du pouvoir, des anciens, et aussi des hauts gradés de l'armée. Parce que cette conversation téléphonique parlait d'une blague misogyne, hein, une blague sur les populations. On peut aussi dire des propos homophobes sur les populations. Et cette conversation téléphonique a aussi démontré que les gourous de ce régime se sont moqués, hein, des victimes, hein, quasiment des victimes de l'ouragan qui a dévasté le Porto Rico. Hein. Allez-y Google, les ouragans de l'été 2017 au Porto Rico, vous allez voir comment ces ouragans avaient dévasté tout ce pays. Donc il y a eu quasiment 3000, à peu près 3000 morts. 3000 morts. Et donc une blague qui vilipende les populations, qui éventuellement, les gourous les plus forts se moquent de la population, de tout le monde. Donc une classe, une oligarchie au pouvoir qui se moque des citoyens. Une blague qui parle des répressions sur les citoyens, des répressions sur des journalistes,
ainsi de suite. Donc, en fin de compte, des gens qui simplement se réjouissent du mal qu'ils infligent à leur propre peuple. Et puis, qui s'inventent de leur richesse qui s'amasse derrière le dos des citoyens. Vous voyez, chers amis. Et à l'issue de cette interception, les journalistes d'investigation ont mis ça public et le peuple portoricain se sont levés. Donc, quasiment depuis le 13 juillet, et ce n'est que le 25 qu'ils ont chanté victoire. Donc, le gouverneur Ricardo Rossello, son sobriquet aussi c'est Ricky, vient de démissionner par la force de la population qui s'est mobilisée avec les mains nues, pacifiquement, dans la rue, une grande populaire pour obtenir la démission d'un régime politique qui incarne les souffrances des populations. Bon, il faut dire que Ricardo a été remplacé par la secrétaire de la justice qu'on appelle Wanda Vasquez, mais comme elle est proche du pouvoir, elle aussi, elle est contestée. Les populations ne veulent pas voir des gens qui sont proches du régime, parce que les tabacs de la même pipe, le poisson pourri par la tête, tout ce qui est pourri par la tête, éventuellement, jusqu'à la queue, on considère que c'est pourri. Et donc ce poisson, il faut forcément le mettre à la poubelle. Si vous mangez ce poisson, ça veut simplement dire que vous allez avoir une diarrhée chronique, des maux de ventre, des problèmes de santé graves et qui peut simplement vous entraîner à la mort. Donc, le peuple portoricain a compris. Vous voyez que Ricardo Rossello, certainement qu'il a le soutien des titans américains, des hommes forts au pouvoir en Amérique, mais le peuple a réussi à faire partie cet homme du pouvoir. Le peuple gagne toujours. Quand le peuple est dans la rue, personne ne peut et pouvoir arrêter cette force. Nous avons vu au Burkina Faso, le peuple était dans la rue, ils ont obtenu la chute de Blaise Compaoré. En Tunisie, nous avons vu le peuple dans la rue, ce peuple a obtenu la chute de Ben Ali. Éventuellement, en Algérie, nous avons vu le peuple dans la rue, nous avons vu la chute de Bouteflika. On peut citer des exemples, même comment on appelle cette nation, la Somalie, je ne sais pas si c'est la Somalie, où on a obtenu le départ d'un autre dictateur. Alors vous voyez que, chers amis, quand le peuple se lève, c'est une force que personne ne peut arrêter. Même les puissances impérialistes, même les grandes multinationales ne peuvent pas arrêter la puissance du peuple. Même le plus grand dictateur ne pourra pas, quelle que soit la force de son armée. Le cas de Béchir aussi vient ici là de démontrer que quand le peuple se lève, aucune force ne peut arrêter la force du peuple. On ne peut pas tromper le peuple plusieurs fois. Il faut aussi dire que le Porto Rico est reconnu par ses problèmes endémiques de corruption avérée. Aujourd'hui, nous avons 6 responsables locaux sont accusés d'avoir détourné 15 millions de dollars qui avaient été 15 millions de dollars fédéraux qui avaient été destinés pour la reconstruction après les ouragans. 6 responsables. Vous voyez, chers amis. Alors, vous voyez que chers amis, tout est possible quand vous faites face aux gens qui démontrent une répétition, on peut dire une chronologie des scandales, une corruption avérée, et quand le peuple montre sa manifestation de pouvoir se libérer, et nous allons arriver à obtenir ça. Je vais essayer de regarder simplement si j'ai la possibilité de vous montrer ce que je suis en train de parler, puisque nous sommes dans le système du baie vitré. Le système du baie vitré veut que l'on montre où est-ce que nous avons eu l'information. Pour cette information, vous pouvez simplement aller chercher, tous les médias ont parlé de ça, allez-y, même à CNN, vous allez voir ça, allez-y à Fox News, vous allez le voir, et ici nous voulons, voilà, nous voulons vous montrer cet exemple pour, bon, on a un petit souci avec cet ordinateur là qui nous bloque, mais en tout cas allez-y à CNN, vous allez regarder cette affaire de Porto Rico, allez-y à Fox News, vous allez regarder, allez-y même à Radio-Canada, vous allez regarder ça. Et éventuellement,
tous les médias d'Amérique du Nord, même la presse.ca, allez-y à la presse.ca, www.lapresse.ca, vous allez regarder cette information. Donc ça là, on vous donne des sources que vous pouvez aller regarder. La chute de monsieur Ricardo Rossello, voilà, le gouverneur de Porto Rico. Porto Rico, un territoire américain, un homme puissant, un homme fort qui vient de chuter. Et les parallèles entre le Porto Rico et le Congo-Brazzaville, puisque nous avons dit, nous allons parler des problèmes de corruption, les parallèles entre le Porto Rico et le Congo-Brazzaville. Du point de vue population, le Congo est a un peu plus de population, le Porto Rico 3,2 millions, le Congo-Brazzaville on peut dire 4,2 ou 5 millions d'habitants. Les problèmes de parallèle, les scandales de corruption, il y en a au Porto Rico, au Congo-Brazzaville nous avons beaucoup de scandales de corruption. Des blagues sur des populations, nous en avons vu d'énormes blagues sur les populations. Et si on regardait les crimes commis par le régime de Brazzaville envers les populations. Le coup d'État de 1997, ça fait partie des scandales. La guerre du pôle, on peut dire de 1998. Deuxième réplique, quasiment en 1999, vous voyez. Et nous avons encore vu des répliques vers les années 2003. Nous avons encore vu les répliques du pôle aujourd'hui entre 2016 et 2019. Aujourd'hui, le pôle est toujours assiégé par des militaires au pouvoir, la milice privée de Sassou Nguesso, ce que nous avons l'habitude d'appeler la Gestapo. Le génocide dans le département du pôle, le viol des femmes, les viols des enfants, les viols des vieillards, l'assassinat des jeunes, ça fait partie des scandales. Le tronçonnage des arbres fruitiers dans le département du pôle, les empoisonnements des eaux que les populations ont l'habitude d'utiliser. Un département complètement dévasté. Et on peut extendre ces scandales des violations graves des droits de l'homme juste dans le département de la Bouenza, où Sassou, après son coup d'État, a relâché ses cobras quasiment plus de 3 semaines de pillage intense au niveau de tout le sud du Congo et une grande partie du nord. Ah, chers amis. Éventuellement, nous pouvons là compter des morts. Les spécialistes français parlent de 400 000 morts entraînés par Sassou. Et bien sûr, l'Issouba aussi fait partie de la responsabilité, mais il faut dire que la plus grande partie des exactions ont été commises par Sassou Nguesso. C'est cela qui est la vérité. Et les gens de ce système, ce que nous avons l'habitude d'appeler la classe des crocodiles, qu'il s'agit des gens du système d'Issouba comme les gens de Sassou, mais les gens de Sassou ont encore fait le pire parce que après 20 ans après le départ de l'Issouba, les gens de Sassou continuent de faire ce que nous appelons des scandales. Chers amis, ça ce que nous allons essayer de regarder sur ce bilan de point de vue humain, mais nous allons encore regarder l'assassinat de Pierre Onga, le génocide de Ikonongo au nord du Congo et des exactions comme les disparus du but de Brazzaville, vous voyez chers amis, et tout ça, ça fait partie d'un scandale humain qui a pesé lourd sur le Congo. Ah, chers amis. Regardons après le coup d'État, période post-coup d'État. Sassou revient au pouvoir, des bombes pétroliers, nous avons vu plusieurs scandales. Aujourd'hui, nous connaissons, pouvons citer des Panama Papers selon cité, des Sundance, l'affaire Sundance, où la famille de Sassou et les proches sont très proches, elles sont très citées dans tous ces scandales liés à la corruption. Hein, chers amis. Si nous essayons de regarder les Panama Papers, tout cet argent amassé, le Congo qui a fait des revenus, une escroquerie au niveau du Fonds monétaire international, on place le Congo dans un statut PPTE, ce que le Congo ne méritait pas. Tous ces gens qui sont dans ce réseau se tapent des puits de pétrole, deviennent des multimilliardaires, mais les populations ne bénéficient pas. Ils ont eu d'énormes quantités d'argent. On nous parle ici des problèmes de municipalisation accélérée dans chaque département où on a déversé des milliards de francs CFA où les départements n'ont rien bénéficié. Connaissons aussi Sassou qui vient nous parler de la construction de plus de 15 hôpitaux
hôpitaux généraux, dans chaque département, au moins un hôpital général et des dispensaires secondaires. Tout ça, c'est un mensonge. La municipalisation accélérée a été un outil, un levier d'escroquerie et de vol à grande échelle. Et si nous essayons de regarder la banqueroute économique éventuellement du Congo, où le pays disposait d'énormes quantités de fonds, on nous parle de 14 000 milliards de générations futures qui disparaissent. D'ailleurs, Sassou lui-même l'a confirmé lors de son discours pendant la campagne électorale présidentielle de 2016. Si nous regardons aussi, en dehors de la famille Sassou, où nous connaissons les grands pilleurs, les Panama Papers, ont parlé de tous ces gens de ces systèmes qui ont des multi-milliards de contribuables congolais dans les paradis fiscaux. On va parler de Denis Christel, on va parler de Ebata, Lucien Ebata, Julien Ebata, je ne sais pas, Julien Ebata, Jean-Jacques Bouya, de Ondongo, de Sassou Denis lui-même, le fils de Sassou, Wilfried Nguesso, et Edgar Nguesso, aujourd'hui venait de se faire clouer par une affaire de plus de 6250 employés fictifs à la présidence, dont lui, il récupère des salaires et salaires exponentiels. La femme de Sassou est impliquée, les enfants de Sassou sont là, en dehors de Denis Christel, il y a sa fille Claudia, achat, un exemple simple, achat d'un appartement à plus de 7 millions de dollars américains dans l'immeuble Trump Tower à New York. Vous voyez que tout ça, ça démontre des scandales. Éventuellement, les 14 000 milliards des générations futures dont on a cette partie de la poitrine qui a complètement disparu. Le pays est dans une banqueroute économique aujourd'hui où les victimes, éventuellement, ce sont les étudiants congolais qui pleurent aujourd'hui dans tout le pays, qu'il s'agit de l'Europe de l'Est, qu'il s'agit des étudiants à Moscou, des étudiants en Cuba, des étudiants au Maroc ou dans les Maghreb, des étudiants dans les pays africains, même les étudiants qui sont au Congo-Brazzaville. Des pensions impayées pour nos retraités qui ont déjà travaillé, qui ont déjà contribué beaucoup d'argent, mais qui aujourd'hui sont simplement envoyés à la cathode. Oui, chers amis. Donc on peut dire que le pays est fait de scandales. Pourquoi? Parce qu'il y a une corruption avérée au niveau de l'État qui est pilotée par Sassou Denis, qui est arrivé à corrompre tout le monde, des religieux, des prêtres qui travaillent, qui sont au service de Sassou, parce que tout d'abord, tous ces prêtres, on les force de devenir dans les confréries de pratiques religieuses de Sassou Denis. Des pasteurs de l'église évangélique du Congo ou des pasteurs dans des groupements comme des salutistes ou des kimbanguistes, tous deviennent aujourd'hui dans les confréries religieuses du groupe de Sassou Denis, donc manipulés par Sassou. En réalité, la parole de Dieu n'existe pas, le pays entre les mains du diable. Les églises de réveil, toutes ces églises sont sous la commande de Madame Sassou, qui s'occupe aujourd'hui de payer les pasteurs, de payer les prêtres, ainsi de suite. Donc, une corruption au niveau de l'État qui affecte l'Église qui devait censée être apolitique, une corruption aujourd'hui qui rentre au sein de la jeunesse, des jeunes qui sont manipulés, parce qu'il faut déjà dire ici que la jeunesse devait être apolitique, comme d'ailleurs ces étudiants congolais qui ont compris en réalité le véritable problème du Congo-Brazzaville et qui sont en train de crier à haute voix de leur souffrance, manifester leur grogne par la souffrance qu'on les inflige par cette classe politique gangrénée par un système des mêmes individus. Quand on parle de la classe politique, on parle ici du parti politique au pouvoir, on parle aussi ici de l'opposition qui est au Congo, une opposition qui travaille pour le pouvoir de Brazzaville, une opposition qui bénéficie des perdièmes, en réalité, opposition qui bénéficie de tous les privilèges associés par le régime Sassou. C'est une façon que Sassou fait pour contrôler. Donc, la corruption qui a gangréné, et en dehors de cette corruption, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des mécanismes de répression pour contrôler les populations. Ça veut dire que tous ceux qui vont se lever vont forcément être envoyés vers des prisons. Aujourd'hui, on parle des prisons de Wesso, où personne n'en parle. Des prisons assonkées au nord du Congo, à Wesso, où on massacre à huis clos, personne ne dit rien. Éventuellement, quelques révélations venaient d'arriver par tous ces jeunes du Congo qui ont donné le sobriquet nyongologue, c'est-à-dire l'emprunteur à Sassou Denis,
tous ces jeunes aujourd'hui sont fouettés, certains perdent des vies, comme d'ailleurs des jeunes dans la prison de Sakona. Donc la corruption a gangréné des jeunes aujourd'hui qui devaient être apolitiques, s'occuper d'ailleurs de leur, on peut dire, de leur formation, s'occuper de leur avenir, de leur futur. Des jeunes aujourd'hui et qui courent vers la politique pour simplement aller chercher des petits gagne-pain, on peut dire des miettes, pour pouvoir les contrôler, alors que ces jeunes-là devaient censés être apolitiques, s'occuper de leur formation, penser à leur avenir, voir leur pays hypothéqué et penser comment trouver des solutions. Mais tous ces jeunes sont devenus aveuglés, parce qu'il faut le dire que le régime politique en place, que nous avons l'habitude d'appeler le régime des crocodiles, avait prévu ce mécanisme. Ce mécanisme consiste à affamer le peuple. Ça fait partie des stratégies d'une dictature avérée. On affame et on essaie de tendre des perches à une population. Et quand on tend la perche à une population affamée, la population est obligée de venir s'accrocher comme un petit poisson. Éventuellement, les gros tilapia ne passent pas par les mailles du filet. Il n'y a que des menus frétins qui passent par les mailles du filet. Et cette corruption est généralisée du point de vue judiciaire, du haut magistrat. Tous sont gangrénés. Nous avons vu des procès Mokoko, des procès Okombi, les procès de Ntsuru et tous ces procès. Ceux-là qui ont commis des crimes, par exemple, le 12, les événements du 12 mars, les explosions de Mpila, dont celui qui occupait la fonction ministre de l'Intérieur s'en sort, ministre de la Défense s'en sort, les Dominique Okemba qui étaient les responsables, tous s'en sortent indemnes. Ceux-là qui commettent des crimes sont en uniforme, ils sont protégés par une hiérarchie pilotée par le chef mafieux qui ordonne ces crimes, qui est sa souveraine. Alors, le peuple est pris dans un étau, le peuple est victime. Face à un Congo, comme venait de le publier notre ami ici, je vais essayer de regarder si je vais essayer de vous montrer ça, parce que ça c'est très intéressant. Voilà. Face à un Congo, ça c'est ce compatriote-là, on appelle, si vous allez sur Facebook, on l'appelle BKMB, SA Bilal. Il a fait un petit tableau, il a présenté le drapeau, la carte du Congo. On dit Congo, pays tellement riche, mais ruiné par l'autre là. Donc je vais simplement essayer de vous montrer ça, comme ça on va essayer de regarder de quoi nous sommes en train de parler. C'est ce compatriote qui l'a publié là, il dit Congo, pays très riche, donc BKMB, Ça Bilal, il vient de publier ça. Congo, un pays tellement riche, ruiné par l'autre là. Donc vous voyez un petit résumé, richesse minière, terres fertiles, ce que nous appelons des terres arables, pétrole, richesse forestière, richesse culturelle, richesse humaine, fleuves, rivières, 5 frontières, accès à la mer, pluviométrie satisfaisante, ainsi de suite. Donc vous voyez que là nous avons ce pays-là que nous appelons le Congo-Brazzaville. Ah, excusez-moi, c'est juste mon document, là où je mets mes notes qui viennent de tomber. Voilà, je vais simplement le prendre. Excusez-moi, voilà. Donc, chers amis, un pays très riche, mais qui est ruiné par un homme politique, par un système, les mêmes individus au pouvoir pendant plus de 40 ans qui sont en train de rouler dans la farine tout un peuple, piloté par les multinationales qui sont couronnées par des leaders de partis politiques des autres pays. Éventuellement, le soutien le plus immédiat du régime Sassou ici, c'est le système politique français, par le biais de ce système qu'on appelle le système de la France-Afrique. Que devons-nous faire face à ça? En Porto Rico, ils ont pu obtenir le départ de leur gouverneur. La pression populaire est montée. Il faut dire que les autres nations aussi ont soutenu la société civile portoricaine pour pouvoir faire partir le gouverneur. Mais pourquoi chez nous ça ne bouge pas? Parce que nous faisons face à une jeunesse qui a pensé s'aligner derrière la politique. C'est-à-dire qu'on oublie véritablement ce qui devait être le rôle de la jeunesse.
Le rôle de la jeunesse, c'est de se former, d'avoir une éducation, une véritable éducation, d'avancer, de trouver un emploi, de travailler et de contribuer pour sa nation. Et puis aider éventuellement tous les autres. Donc en réalité, nous devons former ce que nous appelons une chaîne. Nous devons tous faire partie des maillons d'une chaîne. Une chaîne, donc une véritable machine pour générer la richesse pour le Congo. C'est-à-dire que nous sommes des jeunes, nous revendiquons une bonne éducation pour un jour obtenir de l'emploi et un jour travailler, contribuer pour le Congo, éventuellement par le paiement de nos cotisations. Et cet argent va servir de payer les retraités. Et nous aussi, comme ça, quand nous serons retraités, une autre jeunesse qui va venir, qui va se faire former et qui va un jour aussi contribuer pour le paiement de notre pension à nous. Et c'est comme ça que le Congo va évoluer. Mais nous sommes une jeunesse, nous avons décliné notre responsabilité. C'est-à-dire nous avons laissé des gens qui sont presque arrivés à un âge qui va les emmener dans la tombe, nous guider, nous diriger. Et nous suivons les miettes que ces gens-là nous donnent, sans pourtant que ces gens-là nous garantissent notre éducation, notre formation. Aveuglement, nous suivons ces gens. Et nous pensons être suffisants par rapport aux miettes qu'on nous donne, mais sans pourtant que notre futur soit rassuré. Et nous ne pensons qu'à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre petit ventre bourré de matières fécales, excusez-nous de l'expression. On ne voit pas notre progéniture, c'est-à-dire les enfants que nous mettons au monde. Alors, nous faisons face à une jeunesse démissionnaire, une jeunesse qui est rentrée dans l'ethnie, une jeunesse qui est rentrée dans des confréries religieuses, une jeunesse qui ne regarde que la famille, une jeunesse qui ne regarde que sa région. Nous ne voyons pas le Congo sur les 360 degrés. Pour dire qu'aujourd'hui, si ma formation est contrecarrée par des crocodiles, aujourd'hui, demain, la formation de mes enfants sera aussi contrecarrée par les nouveaux jeunes qui aujourd'hui sont des adeptes de ces mêmes crocodiles. Oui, chers amis. Alors, nous voulons dire aux jeunes du Congo que le combat que nous menions, ce n'est pas un combat de Bembe Lari, ce n'est pas un combat des régents, mais c'est un combat du pays. Par le biais de notre hymne national, le Congo. En ce jour, le soleil se lève. Oui, nous voulons que ce soleil-là se lève en réalité dans tous les Congos, dans tout le Congo, dans tous les jeunes Congolais, dans les mamans du Congo, dans les papas du Congo, dans les vieillards du Congo. C'est cela que nous cherchons. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est entraîné dans une obscurité infinie, pilotée par Sassou Denis, le système particulier du travail et tous ces gens autour. C'est cela que les jeunes Congolais doivent comprendre. Il va falloir que nous sortions le Congo de ces ténèbres dans lesquelles le Congo est plongé. Mais ça va demander une motivation. Que tu sois un jeune du parti politique au pouvoir ou un jeune de l'opposition ou de la société civile, il va falloir que nous luttions pour nos progénitures, pour ce Congo. C'est cela qui est la vérité. Aujourd'hui, les portoricains ont pu chasser leur gouverneur, mais ils veulent se rassurer qu'il n'est pas un agent de ce système politique qui puisse prendre les commandes du Congo, le commande de leur pays plutôt, ou de leur nation, de leur île. Ce que nous voulons dire au Congo, nous devons nous rassurer qu'aucun individu de ce système politique, appartenant de près ou de loin du régime PCT, opposition de Sassou, qui va prendre les commandes du Congo demain. Parce que ça va refléter qu'un crocodile mettra en vie qu'un crocodile. Un crocodile ne donnera jamais un humain. Jamais du tout, chers amis. Une justice qui est manipulée. Nous avons aussi vu cette justice. Nous avons parlé autrefois des procès. Regardons les frères Okanze. Je ne sais pas, parce qu'on va essayer de voir si on aura la chance de ouvrir ça. Les frères Okanze.
Vous connaissez les frères Okanze, mais en réalité, les frères Okanze, ce sont les frères de Nyangambwala, celui qu'on a donné le titre de général. Personnellement, nous ne l'appellerons jamais général parce qu'il ne l'a jamais mérité. Le frère Okanze, celui qu'on appelait Okanze Onkuru, donc le grand frère. Le système du baie vitré obtient toujours la photo. Celui-là, c'est le grand frère. Vous vous souvenez? Celui-là qu'on appelle Okanze Onkuru. Condamné par le régime Sassou, on peut dire un semblant de condamnation. Parce que lui, il avait la charge d'apporter des véhicules Ntoumi, d'équiper Ntoumi par des véhicules. On l'avait retrouvé avec un téléphone satellitaire et démontrant toutes les conversations qu'il avait avec Ntoumi. Vous vous souvenez du procès d'Abira? D'Abira, dans son procès, nous avait parlé du régime au pouvoir qui donnait les armes aux rebelles. Dabira l'a dit, l'a confirmé. Et Dabira a accusé Nyangambwala. Donc, ça veut seulement dire que tous ces gens sont manipulés par Sassou. C'est Sassou qui fait, c'est Sassou qui donne. Hein, chers amis. C'est d'ailleurs ce qui donne, ce qui démontre les accointances. Nous savons aussi que Ntoumi a un téléphone satellitaire. Donc, vous voyez que les frères Okanze viennent d'être sortis de la maison d'arrêt la semaine passée, tous les deux frères. Le cadet était le directeur de cabinet de Nyangambwala. Nyangambwala qui était le patron des services de la garde républicaine de Sassou Denis. On les avait tous accusés d'accointance avec Ntoumi, les financements, la livraison des armes. Lui, le cadet, on l'avait accusé de la livraison des armes à Ntoumi. Le général Dabira est venu le confirmer. Dabira, moi je l'appelle général, parce qu'il a un diplôme, il a mérité tout ça. Hein? Enfin, on peut dire mérité, mais néanmoins, il a fait des études militaires dans des grandes écoles. J'admets de l'appeler général. Au moins, il est venu nous dire quelques vérités dans son procès. Et Nyangambwala s'est en sorti indemne. Une justice. Voilà que deux collaborateurs de Nyangambwala, le régime de Sassou fait semblant d'emprisonner, une façon d'apporter, entre guillemets, l'apaisement au sein de ses propres troupes, mais tout en sachant que ces individus n'étaient jamais à la maison d'arrêt. On fait semblant de condamner sans procès. Il faut dire que les frères Okanze n'ont jamais suivi de procès. Mais une condamnation verbale de Okonga Kala, qui est le procureur du régime de Sassou, donc un système judiciaire biaisé pour blanchir les gens de ce régime qui font le sale boulot. Comment expliquer que les frères Okanze, entre guillemets, entre griffes, qui étaient en prison, sans procès, pour des motifs graves, de violations de graves, qu'il est lié à celui qu'on appelait le terroriste, Sassou, Ntoumi, que Sassou lui-même appelait. Je vais essayer simplement, rapidement, de voir si j'aurai la chance de retrouver ces propos de Sassou, qu'il disait sur celui qu'il avait l'habitude d'appeler le terroriste Ntoumi. Je vais rapidement essayer de regarder si j'aurai la chance de regarder ça. Non, pas ici. Ben, j'espère qu'on aura la chance de regarder encore cette vidéo-là. Tout simplement de montrer au peuple congolais les contradictions de ce régime politique mis en place par Sassou Denis, comment il manipule le peuple congolais et comment le peuple congolais rentre dans cette manipulation aussi facilement, où personne n'est capable de pouvoir réfléchir, de dire que non, là, trop c'est trop, il va falloir que nous arrêtons cette machine de destruction que nous appelons Sassou Denis. Bon, j'espère que je vais retrouver ça. Je vais essayer de regarder là. Non, c'est pas là. Parce que, chers amis, il va falloir toujours rappeler au monde entier à qui nous avons affaire. Pourquoi ce monde manipule
aussi les intellectuels congolais de cette façon. Je vais essayer de regarder. Je crois que c'est cette vidéo. J'espère que ça va jouer. Et on va essayer de montrer. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le véhicule puis s'est enfui. Voilà. Nous allons retrouver cette vidéo de Sassou. Nous étions en train de parler des frères Okanze libérés. Donc Sassou nous a parlé qu'il n'y avait pas de crise au pôle, mais il avait quand même emprisonné les frères Okanze parce qu'ils étaient en collaboration avec Ntoumi. L'un des frères est retrouvé avec un téléphone satellitaire dans sa chambre, démontrant les conversations qu'il avait eues avec Ntoumi. Le deuxième frère, dont le cadet, qui en réalité était le directeur de cabinet de Nyangambwala, lui, on l'a accusé d'avoir délivré des armes à Ntoumi. Et le grand frère, c'est lui qui livrait les voitures, qui avait des communications. Mais ces frères-là viennent de se faire libérer sans procès. Et pourtant, motif grave d'atteinte à la sécurité de l'État, n'est-ce pas? Parce que affiliation à un rebelle, comme le disait Sassou, comment il appelait Ntoumi. On va simplement essayer d'aller regarder. On va essayer de jouer encore cette vidéo pour écouter ce que l'homme nous disait ici. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le véhicule puis s'est enfui à l'intérieur du pool. Il doit se cacher dans le buisson là-bas avec ses partisans. Est-ce que c'est ça la crise? Isoler Ntoumi et ses partisans. Que nous mettons tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où se cache, et qu'on le mette hors d'état de vie. Il n'y a pas de crise. Aux dirigeants politiques du pôle qui se mettent avec le président, et nous allons rechercher Ntoumi et le mettre hors d'état de vie. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche et va se construire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Tout a commencé à 10 h avec l'arrivée des 3 semi-remorques transportant à leur bord les... Bon, voilà, donc nous venons là de voir Sassou qui condamnait Ntoumi, qui n'y avait pas... pardon, voilà, c'est juste... voilà, c'est juste la machine qui vient de tomber. Voilà, on s'excuse pour ça. Voilà. Voilà, donc on le disait, on s'excuse pour ce bruit, c'est juste l'imprimante qui vient de tomber. Voilà, donc il n'y a pas de mal. Voilà, Sassou qui accusait Ntoumi, que rebelle, on va le chercher dans les buissons, il n'y avait pas de crise, mais il a condamné des gens qui étaient liés à ça, des frères Okanze, Onkuru, les frères aînés, parce que lui, on l'a retrouvé avec un téléphone satellitaire, soi-disant, parce qu'il menait des communications avec Ntoumi, et lui aussi, il avait la charge de livrer des voitures à Ntoumi. Le cadet Okanze aussi, lui, il avait la charge de livrer Ntoumi les armes. Le général Dabira a confirmé cette information lors de son procès, mais nous avons tous vu que Ntoumi n'a jamais été inquiété parce qu'il avait signé un accord avec Sassou, et Ntoumi aujourd'hui est libre de tous ses mouvements. Quand même, ce qui est curieux, c'est qu'on arrive à manipuler encore le peuple congolais. Il y a quelques jours, nous avons vu 2 anciens combattants de Ntoumi venaient de se faire assassiner dans le département du Poul. Et en réalité, on nous fait croire que c'était simplement des bandits. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que nous nous préparons à quoi? Nous nous approchons encore vers une élection. Donc, ça va encore repartir au département du Poul cette fois-ci. Nous ne savons pas. Il va repartir dans le département de la Bouenza. Nous ne savons pas. Dans le département de la Lukumu. Nous ne savons pas. Dans le département du Niari, au Kwilu, au Plateau, à Makwa là-bas, à Infondo, à Epena, à l'Écoli là-bas, nous ne savons pas. Ah, chers amis. Donc, nous demandons à la jeunesse congolaise, face à une justice biaisée qui fait semblant de condamner sans procès, qui libère, entre guillemets, les criminels parce qu'ils étaient attachés à un rebelle, qu'on devait aller chercher dans les buissons dans le département du Pôle. Alors, on ne peut pas se permettre de suivre cette forme de politique, cette forme de vision politique. Regardons le cas de Jean-Didier Elongo, celui qui était le patron des marchés publics avec des coûts de milliards. On peut dire un menu fretin,
qui a même dit que Jean-Jacques Bouya détenait des timbres là où il posait l'argent dans son village. Mais ce qui s'est passé avec Jean-Didier Elongo, Jean-Didier Elongo, on l'a d'abord fait semblant de le sortir, on fait semblant de le remettre à la maison d'arrêt. Il faut dire que tous ces gens ne vivent pas à la maison d'arrêt. C'est un fait semblant, c'est une manipulation, c'est ce que vous devez comprendre. C'est comme ça que la dictature fonctionne. La dictature doit protéger les fidèles à la dictature. Ceux-là qui utilisent, qui font le sale boulot, on doit les protéger. On doit faire semblant de dire, on les a arrêtés, on les a mis à la maison d'arrêt, mais en réalité, la nuit, ils ne sont pas là. Dès que les caméras se tournent, l'homme est chez lui avec sa femme, il continue à faire ses enfants. Vous vous souvenez, Yombi Opango, quand il avait été mis en prison par Sassou pendant plus de 2 ans, mais la femme de Yombi se retrouvait enceinte. Comment cette femme-là se retrouvait enceinte? Parce que Yombi n'était jamais en prison. C'était une prison bien organisée. Alors, chers amis, chers jeunes du Congo, occupez-vous de vos problèmes de formation face à une justice qui manipule au service de la dictature. Nous avons aussi vu le procès Okombi, comment on avait menotté Okombi, on l'a présenté au peuple. Nous avons vu les manipulations du procès de Mokoko, et ainsi de suite, chers amis. Face à une justice manipulée, on ne peut pas en faire. Le procès, aussi pour les Makaya. On a vu Makaya, on l'a mis en prison parce qu'il n'était pas, il ne faisait pas partie de cette dictature. Il a fait 2 ans. Même Makaya, on l'empêche de sortir du Congo. On refuse même sa citoyenneté britannique. On le condamne là. Parce qu'il n'est pas partisan, entre guillemets, de ce système. Est-ce que la Makaya a changé de position? Nous ne savons pas encore. C'est cela qui est la vérité, chers amis. Et nous sommes là pour vous rappeler. Mais regardez les gens qui nous ont dit qu'ils étaient opposition. On peut voir le cas de Mirassa. Nous voyons tous ça. Mirassa est dans toutes les plateformes en critiquant l'accord de Sassou avec le FMI. Mais le même Mirassa avait été envoyé à Paris par le régime de Sassou il y a quelques années, avec un passeport diplomatique, les privilèges, dont aucun pays, en tout cas pas au Canada, à ce que je sache, que vous avez été un ancien ministre, que vous continuez à garder les privilèges d'être un ancien ministre. Au Congo, nous savons qu'il y a des associations des anciens ministres qui sont payés au même titre que ces ministres. Alain Akwala a dit à un compatriote que ces privilèges de ministre ont été bloqués, mais je ne crois pas. Ça continue de se faire payer. Nous avons vu l'association des anciens ministres pilotée par Martial de Paul Ikunga à Brazzaville, au régime de Sassou. Martial de Paul Ikunga qui a saboté le projet de l'Issouba, de la faculté de sciences de Dolisie. Moi, j'étais étudiant à cette faculté de sciences de Dolisie. La première promotion de cette faculté de sciences de Dolisie, nous connaissons la catastrophe que nous avons vécue. Nous avons dormi la première nuit sur des cartons. Là, à l'ENI, Alex Eni, là où Sassou a fait ses études d'instituteur à l'école primaire. Hein, chers amis. Donc, vous voyez que c'est une classe, chers jeunes Congolais, une classe qui est gangrénée par des privilèges, par la corruption, qu'il s'agit des politiques. On va continuer à citer des hommes politiques. On a vu Guy Parfait Kolela venir à Paris, se faire soigner, entre guillemets, avec l'argent du contribuable congolais, avec un passeport diplomatique. L'Enzo Mathias sort. Tout dernièrement, Enzo Mathias, on l'a vu, passer même à Zena TV, vendant Ntoumi, et nous avons vu la réaction de Ntoumi après. Tous, ils savent de quel jeu ils jouent. Tous, ils jouent le jeu. Tous se connaissent dans ce régime de Sassou, dans ce système de Sassou. Mais ce sont nous les jeunes. Que tu sois un jeune Larry, un jeune Congo, un jeune Babembe, un jeune Mbossi, un jeune Bateke, un jeune Bomitaba, un jeune Makwa, un jeune Vili, un jeune Balali, Bayaka, un jeune Mbamba, un jeune Meti, un jeune Banzabi, and so on. Donc on peut dire ainsi de suite. Nous sommes manipulés, chers jeunes. L'affaire du Congo, c'est l'affaire du Congo. Ce n'est pas l'affaire d'une région. Les solutions de l'affaire du Congo, c'est une affaire du Congo, de tous les enfants du Congo. Et si tous les jeunes du Congo pouvaient se rassembler autour d'un bloc, regardons le Congo selon son hymne national, soyons plus unis que jamais, pour aller libérer le Congo qui est dans une obscurité. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Ces mêmes opposants, nous les avons vus. Les Boao qui sont venus nous dire qu'ils avaient la liste,
qu'il connaissait qui avait gagné l'élection, dont il n'avait jamais publié la liste. Mais le même Boao vient à Paris, organise un mariage de sa fille avec le fils Mboulou, Mboulou ministre de l'Intérieur de Sassou, et c'est une fête, venir avec des passeports diplomatiques. Alors on manipule, on fait des trucs. Peuple du Congo, jeunes du Congo, aujourd'hui je m'adresse à vous, face à une corruption qui est gangrénée, manipulée par un système PCT, Parti communiste travail, opposition, si nous n'ouvrons pas les yeux, nous n'allons pas s'en sortir. Parce que ces jeunes, ces vieux, et un certain jeune, parce qu'il faut le dire qu'il y a une catégorie de la jeunesse qui a été ramenée, qu'on est en train de former comme des crocodiles, mais qui vont devenir des véritables dinosaures. Imaginez si ces dinosaures-là prennent les rênes du Congo, alors nous arriverons où là? Si nous regardons le système militaire, toute la hiérarchie militaire est dans une corruption avérée. Nous avons vu, hein, le monsieur qu'on appelle un général. Moi, je ne l'appelle pas général, je vais l'appeler par son nom. Olosongo, celui qui dirige la zone militaire de Pointe-Noire et aux environs, dans un scandale de conflit avec une dame pour une affaire de parcelle. Il utilise son titre, entre guillemets, de militaire pour pouvoir donner le veto et récupérer la parcelle d'une dame. Une justice à deux vitesses qui ne va jamais trancher pour les simples citoyens congolais. Alors ça, nous condamnons avec la plus grande énergie. Étant un jeune, quand je vois ce genre de choses, je dis tiens, l'uniforme ne doit pas te donner les privilèges. L'uniforme te donne la possibilité de pouvoir aider ta nation, combattre ta nation, combattre contre les ennemis de ta nation. L'uniforme te donne, parce que l'uniforme est acheté par le peuple congolais. L'arme que tu utilises est achetée par l'argent du contribuable congolais. Les munitions que tu utilises est achetées par les contribuables congolais. Tu es nourri par le peuple. Tu sers le peuple congolais. Tu ne vas pas faire de ça, utiliser de ça comme un moyen de se taper beaucoup de privilèges. Et ça, nous le voyons. Ndengue fait la même chose. Celui que vous appelez général, moi je l'appelle Ndengue, Jean-François, fait la même chose. Nous avons vu les enfants Nyangambouala nous bondir des valises d'argent. Les photos sont là. Des valises d'argent. De l'argent du contribuable congolais qui sont allés payer. Parce qu'ils sont les plus forts. Parce qu'ils sont pilotés par le chef mafieux qui est Sassou, qui coordonne tout, qui cherche à assassiner. Mais les Congolais, partout ils se retrouvent. Parce que ces Congolais-là se sont simplement levés pour dénoncer. Alors, jeunes du Congo, souviens-toi de ton avenir dans ce pays Congo. Nous ne pouvons pas continuer à tout moment à rester à l'extérieur. Regardez, les jeunes Rwandais, aujourd'hui, ils iront chez eux pour investir leurs connaissances et à faire avancer leur pays. C'est cela. Les Sud-Africains, nombreux rentrent chez eux. Pourquoi nous ne devons pas rentrer chez nous? Parce que nous faisons face aux gens qui sont là. Vous critiquez le régime, vous devenez opposant politique. Attention! Oui, vous allez définir la société civile comme Karl Marx le définissait, comme opposé au régime en place, politique en place. Mais attention, la société civile aujourd'hui, ce n'est, comme nous le définissons dans le monde moderne, ne fait pas partie d'une classe politique. La société civile aujourd'hui se lève face aux inégalités sociales que vous avez mis en place, face à la corruption que vous avez mis en place, face au recul du pays que vous avez mis en place, face à la banqueroute du pays que vous avez imposée. Et nous sommes cette société civile qui n'a plus froid aux yeux, qui n'a plus peur de mourir, qui s'est élevée à l'étape de l'esprit pour regarder le Congo sur les 3 dimensions pour dire il faut combattre les problèmes de corruption. La corruption aujourd'hui, au Congo, favorise les plus forts et les plus puissants. Et ça, c'est avec des conséquences énormes aux plus faibles, et qui est les citoyens congolais, les plus démunis. Nous connaissons aujourd'hui les conséquences de cette corruption, ce que ça a amené au pays. Ça a amené le pays très bas. Les hôpitaux se ferment, les conditions minimales que nous avons reçues dans ce pays, dans les années avant les indépendances, ne sont même plus là, alors que nous étions dirigés par des colons qui sont censés mal nous traiter, mais ils nous ont quand même laissés dans de bonnes conditions. On pouvait avoir de l'assistance à l'hôpital, on privilégiait le patient, non ce que le patient avait dans sa poche. Oui, chers amis. Les conséquences de cette corruption, c'est la destruction du système scolaire,
les écoles, les élèves s'asseyent à même le sol. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de classes, on peut le dire comme ça. Les classes sont bondées, le surnombre, la destruction de la qualité éducative. Les universités, c'est du n'importe quoi. Regardez la structure de l'université Marien Ngouabi. On fonctionne sur des vieux programmes, de vieux matrices. Des professeurs qui ne font aucune publication, mais qui détiennent là, qui sont là, qui vendent les notes aux élèves. Une université aux abois. Il n'y a pas d'échange avec, il n'y a pas de laboratoire de recherche pour promouvoir la qualité, la formation dont nous avons besoin. Nous nous contentons d'envoyer les enfants à l'extérieur et nous ne sommes pas capables de pouvoir supporter leur éducation. Donc, quelque part, c'est une façon du bon débarras. On se débarrasse d'une qualité de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on vous identifie en tant qu'un étudiant brillant et le système politique, pour vous briser de plus en plus, pour détruire l'intelligence qui est dans vous, on fait semblant de vous octroyer une bourse d'études pour vous envoyer dans un pays étranger. Et le système sait qu'ils ne vont jamais vous payer les bourses, donc ça va vous démoraliser, vous déconcentrer. Et vous ne serez plus jamais capable de pouvoir excéder avec votre intelligence et vous allez simplement échouer. Donc on brise des étudiants, on brise de la compétence par un système qui a été bâti de la destruction. Ils veulent rendre abruti tout le Congo. C'est cela, chers amis. Si nous partons de l'école primaire à l'université, tout est complètement brisé. Aucun mécanisme. Le retour de l'ascenseur que ces individus ont reçu de l'État à cette époque qu'eux ils ont bénéficié, ils ont été logés dans des dortoirs, ils ont été nourris, ils ont été même habillés parce qu'il y avait des bons pour les habillements. Ils ont été logés, ils sont incapables de le retourner aux citoyens de la jeunesse congolaise. Regardez le système de santé. Ils ont brisé tout. On n'a même pas accès aux soins de base que le colon avait laissés. Il n'y en a pas. Les hôpitaux se ferment. L'unique grand centre hospitalier qui nous existait, c'était le CHU. Oui, on nous disait que Sassou a construit un hôpital par département. Les Congolais ne connaissent pas ça. Les Congolais savent qu'il a construit 2 hôpitaux. Un, l'hôpital de Oyo, dont personne ne va se traiter là-bas, que eux-mêmes, les dignitaires politiques, les dignitaires religieux, et tous ceux qui sont affiliés à ce système bénéficient des évacuations sanitaires, bénéficient des dons pour pouvoir s'occuper de l'assurance médicale pour aller se soigner, soit en Afrique du Sud ou en France par le biais de l'hôpital américain, dont le contrat vient de se faire renouveler par le parlement des gourous, des crocodiles tenus par Ngolo et le système Sassou, dont leurs familles bénéficient des mêmes choses. Le deuxième hôpital Sassou a construit en dehors de l'hôpital de Oyo où personne ne va se soigner, où les médecins cubains qui travaillaient là sont partis par manque de paiement de salaire, des mauvaises conditions de traitement. Vous voyez? Et l'hôpital de Luandili qui a été construit par des Chinois qui aujourd'hui se retrouvent fermés dans l'air par manque de financement, la négligence, l'incompétence, ainsi de suite. Donc, on ne voit aucun hôpital construit par département, comme est venu le dire Ingrid Ghislaine Babakas, c'est pas Babakas, là aux Nations Unies, le 18 juillet 2019, lors du forum de haut niveau politique des Nations Unies sur les objectifs de développement durable d'ici 2030, elle est venue mentir sur toutes les échelles que le Congo avait construit un hôpital par département et des hôpitaux intermédiaires, ou supplémentaires, ou complémentaires, avec soi-disant un système social qui fonctionne, avec des ménages qui bénéficient de l'argent du nouveau programme Lissungi, ainsi de suite, qu'il y a la paix dans le département de Poul. Nous savons qu'aujourd'hui le Poul est militarisé, toujours militarisé. Sassou détient 10 000 troupes dans chaque département. Donc on peut dire 100 000 troupes dans tout le Congo dispersé pour assurer la répression, pour pérenniser son pouvoir. Alors, face à toutes ces inégalités, une corruption qui a amené des conséquences énormes au sein de la population, nous, en tant que jeunes Congolais qui a une vision
pour le Congo, ne peut pas simplement accepter d'être sous les commandes d'un parti politique, sous les commandes d'un quelconque dirigeant. Nous devons forcément rejeter cela. Nous devons tacler la corruption au sommet. Le poisson pourri par la tête, il faut tacler la corruption au sommet. C'est cela qui est la vérité. Les conséquences que nous sommes en train de vivre au Congo est le résultat d'une corruption avérée, chronique, mise en place par Sassou et le PCT. Donc il faut tacler cette corruption au sommet de l'État pour emmener le Congo vers une libération profonde. Pour tacler cette corruption, nous avons besoin de l'assistance de tous les amis du Congo. Ici, nous voulons parler des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, de pays du G7, de pays du G20. Nous avons besoin de tous les partenaires économiques du Congo, des grandes multinationales, qui sont même Total et Eni. Nous avons besoin de tout ce monde pour tacler cette corruption au haut niveau, au sommet de l'État, au haut niveau, qui a des conséquences graves, dramatiques et fatales pour les populations congolaises. Il faut tacler cette corruption-là. Il faut le faire tout de suite. On n'attend pas demain pour pouvoir le faire. C'est l'unique façon de pouvoir sortir le Congo du joug de la dictature, du joug de l'emprisonnement sur les manipulations du système judiciaire, sur la destruction du système éducatif, sur la mise dans les abîmes de l'enfer du système de santé, le système social. C'est l'unique façon. Il faut tacler la corruption. Il faut le faire au plus haut niveau. C'est-à-dire, un militaire, son rôle, c'est d'être militaire, c'est de protéger la nation. La place du militaire, c'est au caserne. On va refaire le système militaire au Congo. L'armée actuelle n'est pas une armée républicaine. Il faut briser cette armée. Tous ceux qui portent l'uniforme militaire, policière ou des gendarmes doivent aujourd'hui remettre cet uniforme-là. Ils doivent revenir à l'état civil et refaire des évaluations pour voir si on peut les récupérer. Pour ce faire, nous avons besoin des Nations Unies. C'est le chemin diplomatique. Parce que nous sommes, tout d'abord, nous prenons le chemin du dialogue équitable qui va nous emmener vers un terrain de résolution complète. Les résolutions de conflits est pilotée par une organisation que nous appelons les Nations Unies. Nous demandons à la France qui détient le droit de veto, le veto qui a toujours protégé le système Sassou, de venir travailler désormais avec le peuple congolais. Nous tendons la perche aux politiciens français, aux multinationales français qui ont longtemps couvert les intérêts et les avantages de Sassou, de revenir sur la table de négociation et que nous puissions travailler pour cette résolution aux Nations Unies. Ça, c'est le premier problème. Le premier point. La résolution des Nations Unies aura essentiellement deux points, les plus importants. Apporter ce que nous appelons les forces de paix. Parce que nous savons qu'il y a un camp qui est hyper armé. Il y a un camp qui fait subir des violations graves de droits de l'homme à toute la population du Congo, à tous les Congolais. C'est cela que nous demandons. Nous avons besoin des forces des Nations Unies comme les forces de la paix. Mais il faut dire que s'il y a des amis du Congo qui veulent nous aider, mais nous demandons déjà aux Nations Unies que le Congo va prendre une grande partie de cette facture. C'est cela. Parce qu'il n'y a rien n'est gratuit. Les soldats de la paix qui viendront vont être couverts par les frais du Congo. Maintenant, s'il y a des amis du Congo, ceux-là qui sont aussi des promoteurs des valeurs de paix, de liberté d'expression, peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider aussi à payer cette facture. Donc, nous voulons les soldats de la paix au Congo. Après des guerres civiles, après des coups d'État, après l'effondrement du système économique, les Congolais ne veulent plus aller dans ce système-là où des guerres, où des ethnies vont se clasher, où des individus vont perdre la vie. Donc il va falloir qu'il y ait une force d'interposition qui soit là, au Congo-Brazzaville. Minimum 40 000 troupes. Le rôle de cette force d'interposition, ça sera le désarmement d'un camp qui est hyper armé, la milice privée militaire de Sassou Nguesso.
Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, deuxième rôle de cette force d'interposition, c'est de protéger les populations les plus démunies. Les populations civiles, non armées, même les militaires qui veulent maintenant être du côté du Congo, du côté du peuple congolais. Les militaires qui veulent protéger le Congo dans un bon sens. Parce qu'il faut le dire que nous faisons face à un système qui a bâti pour détruire, à toutes les stratégies, à tous les niveaux détruire le pays. La protection des civils, les êtres les plus vulnérables, les femmes, les enfants, la jeunesse, même les militaires, ceux-là qui veulent travailler pour le peuple congolais. Ça sera le deuxième rôle. Et puis, un grand dialogue va être organisé au siège des Nations Unies. On le répète, au siège des Nations Unies. Ça peut être à Genève, ça peut être à New York, parce qu'on considère que c'est un terrain neutre, là où les gens peuvent venir s'asseoir de tous bords, sans les armes, sans les muscles, sans les forces, pour trouver un terrain d'entente qui va pacifier le Congo-Brazzaville. C'est cela que nous cherchons, mes chers amis. C'est le chemin pacifique pour régler les conflits. Maintenant, si Sassou refuse ce schéma, c'est là où nous allons passer à la résolution. La deuxième étape de cette résolution va contenir l'application d'une force militaire. Si Sassou refuse ces conditions de paix, de pacifier, qui vont essayer de désengorger la crise politique, sociale, la corruption mise en place par Sassou, c'est là où nous allons introduire dans cette résolution le volet militaire. Donc éventuellement, ce que nous appelons l'arrivée d'un down force piloté par les pays des Nations Unies, qui arrivera par Pointe-Noire, qui aura pour mission de pouvoir simplement éradiquer les gens qui veulent se maintenir au pouvoir au Congo par la force, sans le schéma politique. Voilà, chers amis. C'est un schéma qui est simple et que tous les Congolais sont bien d'accord sur ce schéma. On peut dire 92% des Congolais sont d'accord sur ce schéma. Et nous voulons que cela se fasse le plus rapidement possible. Sinon, nous nous dirigeons vers une élection à la sauce Sassou. Nous allons attendre encore à quoi? À des Congolais qui vont perdre de vie, à d'autres calculs de nettoyage. Cette fois-ci, certainement, on va cibler une partie de Makwa, ou une partie de la Bouenza, ou de la Lekumu, pour continuer à pérenniser le pouvoir dans le camp. Nous demandons à la France de nous accompagner dans cette résolution, parce que c'est la France aujourd'hui qui constitue le frein. Le système politique français constitue le frein. Le schéma qu'on nous ramène d'une élection où nous voyons Papou Gombe, là je vais citer les noms. Pourquoi je cite des noms? Parce que ces gens-là sont dans cette logique meurtrière pour le peuple, logique de trahison, logique de non-solution, parce que ce n'est pas la solution. Ce que Papou Gombe, Sadio Morel-Conté, Guy Mafima sont en train de faire avec cette fausse candidature de Papou Gombe, c'est une manipulation dangereuse pour le peuple, manipulation dangereuse pour notre jeunesse qui est au Congo. Oui, il y a des rumeurs qui courent que Papou Gombe est manipulé par le système Sassou, il prend de l'argent, nous avons reçu plein de documents, nous n'accusons personne, mais les gens vont continuer à accepter cette rumeur, à croire à cette rumeur, si vous continuez à vous maintenir dans cette logique d'une élection. Parce que nous venons de sortir d'une élection de 2016 où une partie des gens comme les Guy Parfait Kolela, les Pascal Satima Biala, les Claudine Mounari, les Boao, qui se retrouvaient dans la partie opposition, nous disaient qu'ils connaissaient le gagnant, se sont simplement décidés de se rallier avec Sassou. C'est ça qui est la réalité. Et nous connaissons les conséquences aujourd'hui. De nombreux jeunes ont perdu la vie, le pool a été saccagé aux armes lourdes de combat militaire, de guerre, de combat militaire. Des femmes ont été violées, des villas ont été détruits, des arbres fruitiers ont été coupés. Aujourd'hui, les gens sont des victimes, surtout le peuple congolais, y compris sa diaspora qui est devenue de plus en plus pauvre parce qu'il fallait s'occuper des parents qui sont au Congo pendant ces temps de guerre. Vous voyez que, chers amis, c'est un chemin meurtrier que Guy Mafima, que Papou Gombe,
que Sadio Morel Conté, les Marcus Kissa, tout ce monde qui sont dans cette logique d'une élection sont en train de nous emmener. Et nous disons non à cette manipulation. Nous voulons un schéma cadré par les Nations Unies de résolution, accepté par tous les pays qui détiennent le veto, y compris les Chinois, qui sont aujourd'hui les partenaires de Sassou, qui ont aidé Sassou à nous emmener dans cette banqueroute économique. Nous demandons aux États-Unis et au Canada, à la France, à l'Allemagne, aux pays africains de soutenir le Congo pour cette sortie de crise de paix. C'est l'unique façon de sortir de ça. C'est l'unique façon. Une fois que nous avons mis en place tous ces mécanismes, Sassou doit forcément déposer le pouvoir. Premièrement, haute trahison de l'État, en emmenant le pays dans la banqueroute. Sa constitution, dans l'article 91, ne sera pas considérée. Une constitution va être refaite, proposée aux Congolais par le biais d'un référendum. Constitution acceptée par tous les Congolais. Ça veut seulement dire qu'un gouvernement de transition qui aura donc à jouer tout ce rôle, de proposer une constitution au peuple congolais. Une constitution dans laquelle on mettra en place une intégration formelle du culte de la personnalité. C'est-à-dire que afficher les photos de celui qui est patron ou président de la République dans tous les bureaux du Congo, dans tous les magasins, le culte de la personnalité où la photo de Sassou devient simplement une pratique d'idolâtrie. Sassou n'est pas Dieu. Tout un chacun de nous a son Dieu, a peut-être son ancêtre. On peut mettre la photo de son ancêtre dans son bureau. On peut mettre les photos de ses enfants, de sa famille. Comme d'ailleurs ce que nous voyons en Occident, où dans les bureaux, vous allez voir les photos de famille sur le poste de travail de tout un chacun. Sassou n'est pas Dieu. On ne va pas se mettre à vénérer un individu parce qu'il n'incarne pas la profondeur spirituelle de tout un Congolais. Donc une constitution qui tiendra en compte une interdiction formelle du culte de la personnalité. Et surtout pas celui qui veut afficher la photo du président de la République dans son bureau, dans sa maison, ça n'engage que lui. Mais ça ne sera pas une loi, ça sera interdit au public de le faire. Que partout où vous partez dans chaque bureau, qu'il y ait la photo, le portrait de Sassou, parce qu'il est qui? Il n'est pas Dieu. Il y a un créateur, parce que nous croyons qu'il y a un créateur, c'est celui-là qui doit mériter ça. Où nous allons donner beaucoup plus de poids à nos familles, c'est-à-dire du point de vue social. C'est cela. Et ce gouvernement de transition-là va nous proposer, et ce culte de la personnalité doit être là comme un article. Que d'ailleurs, ça serait la bienvenue pour tous les Congolais, de tous les bords, qu'ils auront à vénérer personne, ils auront à vénérer, parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir, c'est le peuple qui le retire. Donc, ce monsieur-là ne peut pas être vénéré par tout le peuple, et une partie des gens qui ne l'ont pas voté. Qu'est-ce qu'ils feront? On ne va pas les imposer, cet individu. Et donc, ce gouvernement de transition aura un grand travail à faire. On va leur donner une période peut-être de 3 ans, 4 ans, de faire ce travail, et éventuellement, ceux-là qui ont commis des crimes, on ne va pas se mettre à laver les mains, parce que nous ne reviendrons pas sur les histoires de vos affaires de conférence nationale souveraine de 2091. Nous sommes dans le principe de la tolérance zéro. Tous ceux qui ont commis des crimes doivent forcément le répondre. Et donc, si tu as été un chef d'État, un ancien ministre, un haut gradé militaire, un subalterne qui a commis des crimes, tu dois répondre parce que ce gouvernement de transition met en place des lois. On va changer les lois judiciaires pour forcément frapper fort ceux qui ont commis des crimes. Nous sommes dans le principe de la tolérance zéro. Seule la loi sera au-dessus. Et personne n'est au-dessus de la loi, ni même le président de la République. Donc un homme ne peut pas se cacher derrière une loi. Tous nous devons obéir à la loi et c'est ça qui va faire avancer pour que plus jamais le Congo va se retrouver dans la situation actuelle où nous sommes, où une ethnie pilote tout, un clan manipule tout, une poignée se décide de la vie ou de la mort des Congolais, d'une manière directe ou d'une manière indirecte. L'indirect par la destruction des hôpitaux, d'une manière directe c'est le vol de l'argent, d'une manière directe c'est les assassinats des Congolais. Ça, on va forcément mettre une loi qui va réprimander jusqu'à 50 ans, 100 ans d'emprisonnement pour les gens qui manipulent de cette forme. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le procès pour tous les gangs qui ont travaillé dans le camp de Yaya Diamé en Gambie, des révélations sur des assassinats des Gambiens. Au Congo, il y aura des commissions. Le système
que nous mettons en place va lutter énormément contre la corruption. S'il faut mettre des lois que si vous volez l'argent de l'État, on va vous couper le bras, il va falloir le faire. Pour mettre la crainte aux gens, pour mettre leurs mains sales dans la caisse de l'État. Il faut venir avec des mesures dramatiques, des technologues qui vont amener des véritables réformes pour faire avancer le Congo. En Chine, nous savons que quand vous volez l'argent de l'État, on vous met au poteau, on vous bute. Mais nous pouvons mettre des mécanismes pour réellement mettre les gens dans des prisons, refaire tout le système pénitentiaire, emprisonner les gens jusqu'à 100 ans d'emprisonnement, sans pourtant que ces gens-là ne bénéficient avant 25 ans pour tous les crimes qu'ils ont commis, qu'il s'agit des crimes humains, des crimes économiques, qui touchent à l'intégrité de l'État. Le principe de la tolérance zéro doit s'appliquer. Vous voyez que tout ça, c'est ce gouvernement de transition qui va mettre ces mécanismes, il y aura des technologues qui vont travailler. Et nous demandons à nos partenaires du Congo, donc la France qui est le partenaire immédiat, de pouvoir vite amener le Congo, parce que nous nous dirigeons vers un bain de sang, un autre bain de sang. Que la France va toujours porter, parce qu'il y a des politiciens français qui sont derrière Sassou, il y a des hommes économiques qui sont derrière Sassou, il y a des multinationales qui sont derrière Sassou. Donc à tous les partenaires du Congo, mettons la main dans la pâte pour faire avancer le Congo, pour que nous puissions essayer de regarder la nouvelle façon de diriger le Congo. Les problèmes de corruption endémique, si nous n'éradiquons pas les problèmes de corruption endémique, les conséquences vont demeurer au sein de la population du Congo. Aux jeunes Congolais, il est temps que nous puissions penser à nos problèmes de formation, comme d'ailleurs le fait certains des étudiants congolais qui revendiquent que leurs frais soient payés, leurs bourses soient payées, et nous exigeons que cela soit pour tous les enfants du Congo. Donc, les meilleures conditions scolaires, les constructions des écoles, à la haute standing, comme des pays. On ne peut pas s'imaginer que nous sommes en train de continuer de fonctionner avec des longs bâtiments, avec un tableau noir, et rien de numérisé. Ce n'est qu'à Oyo que nous voyons des écoles numérisées, le tribalisme même dans le système éducatif, une école à 2 vitesses, où une partie des étudiants du Congo sont privilégiés, les autres on les envoie à la cathode parce qu'ils ne sont pas de votre ethnie. Nous disons non. En fin de compte, nous demandons au peuple congolais de faire comme le peuple de Porto Rico, de se lever face aux gens qui ont trahi la nation, qui ont mené le pays vers la corruption envers la banqueroute du Congo. Il faut chasser Sassou. Il faut le chasser et le peuple doit être dans la rue maintenant. Il y aura des gens qui vont tomber, mais c'est le prix à payer, malheureusement, puisque nous faisons face aux abrutis, aux gens qui n'ont aucune vision pour le Congo, aux gens qui ne pensent qu'à la violence, pensant que la violence est toujours la solution. En Porto Rico, nous n'avons pas vu des policiers tirer un coup de balle à leurs citoyens. Mais nous faisons face à un régime criminel, voilà pourquoi nous exigeons l'assistance des autres nations. Nous demandons ici, aux pays anglophones, de nous aider à se débarrasser de cette racaille politique qui a miné le système économique, qui a mené le pays à une corruption. La corruption, nous devons le tacler, comme l'a dit au sommet, comme l'a dit le président Kagame. Il avait dit, il faut tacler la corruption au sommet. Et nous voulons tacler cette corruption, le sommet de la corruption ici, de la pyramide, l'œil qui voit tout, qui pille tout, qui vole tout, c'est Sassou. Si nous taclons cette corruption au sommet, les brebis de la corruption vont se couler. Voilà un peu ce que je tenais à montrer aujourd'hui, dans le direct d'aujourd'hui. Et nous allons donc mettre terme à ce direct. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Chers jeunes du Congo, revêtez-vous de l'armature du guerrier, franchissez les barrières de l'ethnie, les barrières des partis politiques. Regardez le Congo dans la grosse carte. Essayons de regarder notre hymne national qui dit tout. Qui dit tout. Repartez. Peut-être qu'il vous manque de vigilance. Il vous manque de vigilance. Allez-y encore, regardez l'hymne national du Congo. Lisez cet hymne mot à mot, ligne par ligne. Vous allez comprendre l'énergie que vous allez le retirer au sein dans cet hymne-là. Et nous sommes guidés par cette énergie et aussi l'énergie de tout ce qui nous ont quittés. Que le doyen Victor Kiwangu qui est parti, notre frère Gervais Bumba qui est parti, le doyen Mbiki Nanitinamio qui est parti, à mes parents qui sont partis, mon père, ma mère, à tous ceux qui sont morts au Congo, qui sont partis, qu'ils viennent nous aider à se libérer de ce combat, qu'il intercède pour nous auprès du Créateur, le Dieu de Tout-Puissant. Au cardinal Émile Biayena, à
Monseigneur Ernest Kombo, au président Massamba Deba et tous ceux qui sont partis, au président Marine Wabi, même ceux qui ont été durs, venez nous aider à se libérer du combat, continuez de nous donner cette énergie. Et à tous les amis du Congo, ceux-là qui nous guident, qui nous emmènent, qui nous ouvrent les portes, venez nous aider à se débarrasser de cette corruption à haut niveau qui a apporté des conséquences dramatiques au sein de ce pays que nous appelons le Congo. Aux hommes politiques de la France, aux opérateurs économiques de la France qui ont beaucoup d'intérêt au Congo, retournez-vous du côté du peuple congolais pour regarder dans quelle vision nous allons rediriger ce pays-là. Sinon, vous allez le regretter quand les nouveaux vautours viendront mettre leur main sur le Congo. Que le Créateur nous protège. Passez une bonne nuit.